Donc bonjour à tous, merci de nous recevoir pour cette communication qui durera 4 heures. Donc, donc on va commencer, on va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse manger assez tôt. Alors, hop, si je commence, hop. Donc on va vous présenter le projet, donc c'est une intervention en 2 parties, on est 3 intervenants, on va présenter tous les 3, surtout Mehdi et moi, Isabelle intervient quand elle veut. On va vous présenter le projet prévu, la plateforme de visualisation de données, je vais revenir un peu dessus, et après Isabelle approfondira avec... Donc le projet prévu, c'est un projet de visualisation de données de prêt de bibliothèques universitaires, initialement avec les prêts de la bibliothèque de Paris 8, bibliothèque universitaire de Paris 8, qui s'est élargie, on va expliquer un petit peu. Donc c'est un projet qui est financé par le LabEx RH2H, qui comptait initialement 6 partenaires. Donc des partenaires qui viennent autant du monde de la bibliothèque que du monde de la recherche, et aussi on peut dire une partie enseignement avec un espèce de, disons, d'aval au niveau des Digital Humanities avec l'Université de Michigan. Donc on va vous présenter le contexte du projet un petit peu pour expliquer ce que c'est, montrer le démonstrateur, ce qu'on a fait, ce qui se trouve sur prévu.fr, et ensuite on montrera quelques expérimentations qui ont découlé de ça et qui sont encore en cours d'ailleurs de conception parfois. Donc le contexte, aux origines du projet. Donc on a commencé par ce projet, il est dans la continuité d'un travail de recherche qu'on mène au laboratoire Paragraphe sur les visualisations de données. On avait commencé à faire des projets de visualisation de données autour des données environnementales urbaines, avec des projets qui s'appelaient Steeples Montre Verte. Et l'idée, c'est comment, à partir de données, on peut produire des visualisations de données, on peut générer des visualisations de données et permettre à des utilisateurs de générer des visualisations qui participent de la construction d'un discours social. Comment engager les utilisateurs dans les problématiques sociales, citoyennes, à partir de l'utilisation de données. Donc il y avait ça un peu dans notre tête, et surtout il y avait aussi, avec Mehdi Bourgeois qui est à côté, il y avait un travail de conception, on avait une méthodologie qui était mise en place, et on avait envie de poursuivre l'expérience et de continuer aussi avec les techniques qu'on avait découvertes au niveau des visualisations de données autour d'un autre projet. Et là, Isabelle, avec qui je travaillais déjà avant, pour qui je travaillais même techniquement, est venue et nous a dit, en fait à la bibliothèque de Paris 8, on est passé au SIG BECOA, on a envie de faire quelque chose à partir des données, ça va si je dis ça? On veut faire quelque chose à partir des données, est-ce qu'on ne peut pas justement réfléchir à des scénarisations, de visualisation dans cette logique-là autour de la bibliothèque de Paris 8? Donc on a essayé de faire quelque chose et on a monté un projet, donc un projet LabEx, qui est ce projet-là. Donc l'idée c'est vraiment de donner du sens aux données de prêt de la bibliothèque de Paris 8, à la base. Donc pour faire ce sens, il faut scénariser il faut réfléchir à des choses, mais il faut aussi mettre en place une infrastructure technique qui va nous permettre d'à la fois de stocker les données qui sont issues de la bibliothèque de Paris 8, mais tout en respectant l'anonymisation des utilisateurs, etc. Ensuite, une fois qu'on a toutes ces données, de les diffuser via une API, c'est-à-dire de les rendre accessibles pour des services. Ouais, du coup, là, je vais prendre en tout cas cette partie-là, si tu me permets. Juste, je reviens sur le stockage. Donc, stocker et héberger ces données de prêt pour fédérer différentes bibliothèques. Derrière ça, en fait, ça pose des questions de diffusion dans un second temps. C'est-à-dire qu'on était parti dans l'idée vraiment dans cette optique un peu d'open data, de libérer ces données-là, ces données de prêt, pour qu'elles puissent être notamment aussi utilisées par d'autres personnes, qui peuvent être des développeurs, des designers et autres, pour qu'ils puissent travailler avec ces données-là et les explorer. Donc ça pouvait, on pensait déjà vraiment avoir un public au niveau de travail au niveau des bibliothèques, mais également on avait cette idée de pouvoir l'ouvrir un peu plus largement, notamment avec ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire une API qui est une interface de programmation en 2 mots qui permet en fait de récupérer ces données-là et de les traiter. Mais avant de les rendre publiques, il y avait ce besoin en fait de faire un traitement pour les anonymiser, également faire un enrichissement statistique par rapport à ces données-là pour qu'on puisse déjà traiter et qu'on ait des statistiques directement. Et aussi, on voulait penser à rajouter des corrélations d'autres sources de données.
C'était un peu cette idée-là. Et ensuite, le dernier point, c'était comment on les exploite. C'est-à-dire, une fois qu'on a ces données-là, comment très facilement on peut arriver à sélectionner un échantillon, le visualiser, et que typiquement un bibliothécaire ou autre puisse choisir son échantillon et visualiser facilement ces données-là. Si tu peux passer à la seconde. C'était un peu, tu me dis dès que tu veux rajouter des éléments, mais on avait, dans la conception, on avait pensé sur 3 types d'utilisateurs: le bibliothécaire, le lecteur, plutôt étudiant, et le chercheur en humanité numérique, si on peut dire. Donc le bibliothécaire, nous, on n'est pas forcément du métier, donc on a travaillé notamment avec l'Université Paris 8, et là, ce qu'on est en train de faire, c'est aussi être sur des ateliers ou des hackathons, c'est-à-dire de pouvoir mobiliser différentes personnes pour qu'ils nous donnent des scénarios d'usage, et c'est en fonction de ces scénarios d'usage-là qu'on va pouvoir réaliser des visualisations qui ont du sens et qui sont utiles pour le travail. Donc c'était typiquement de comment développer, on se dit que ces visualisations-là ces données-là peuvent répondre à des questions comme développer ou le désherbage d'une collection, ou pour gérer plus finement cette collection-là, pour supporter certaines politiques d'acquisition, pas du tout mais en tout cas avoir ces bases statistiques-là qui peuvent être intéressantes. Si je peux revenir là-dessus, justement, on est sur un projet qui est en cours d'élaboration. C'est vrai, j'ai pas dit, le projet n'est pas fini. On entre dans la 3e année du projet. C'est un projet qui dure 3 ans. Donc au début, on avait aussi tout un problème de mise en place de l'infrastructure, de valider le côté technique, de voir si ça marche, etc. Et d'aller avec donc les scénarios. C'était très itératif, c'était agile, c'était pas on avait une idée, après on l'appliquait, et c'était vraiment de voir tout ce qu'on peut faire. On a très peu de ressources aussi, on est quand même limité, donc il faut aussi qu'on puisse hiérarchiser rapidement, donc tester ce qui est le plus coûteux ou le moins coûteux au niveau de la mise en place d'infrastructures. Il y avait tout ça qui était à mettre en place. Donc ça explique aussi pourquoi, peut-être, dans un premier temps, on a proposé des profils, des personnages, des cibles qui sont encore assez larges. On ne voulait pas non plus trop se fermer. Je trouve que c'est quelque chose... Ouais. Et sinon, pour spécifier un peu ma provenance professionnelle, moi j'étais plutôt sur la formation à la recherche documentaire. Donc ce qui m'intéressait plutôt dans cette visualisation des usages, c'était de avoir des parcours documentaires pour de la recherche bibliographique. Et pas tant les rapports d'usage pour les bibliothécaires en interne. C'était plutôt la recherche documentaire. Donc il y avait, disons, des volontés différentes en fonction des personnes, parce que Mehdi a dit, nous, on n'est pas bibliothécaire, mais c'est vrai pour Mehdi et moi, mais Isabelle est justement la représentante. On travaille ensemble, et moi, je représente un peu le pôle chercheur avec d'autres personnes. Mehdi, je ne sais même pas si on peut dire ça, on est tous un peu cross maintenant, c'est un peu mélangé, mais il y a vraiment des volontés un peu d'aller vers des scénarios différents, et c'est ce qui fait aussi... je pense la richesse de ce qui peut émerger de ce type de projet. Donc on va peut-être montrer un peu... Ouais, juste sur les étudiants, rapidement, il y avait des questions comme ça, c'était par exemple quels sont les livres qui sont empruntés dans mon département, quels sont les livres qui sont empruntés dans ma discipline ou dans mon master. Ça, c'est des questions que peuvent se poser. Sur les chercheurs, on était beaucoup plus sur l'humanité numérique, donc comment des courants de pensée, comment des auteurs... là, on a une base de données qui est assez courte, mais on imagine sur du long terme, on peut dégager des écoles de pensée qui vont être, je dis ça encore très très rapidement, qui vont être prescrits à un moment donné, etc. Et donc du coup, c'était aussi ça, certaines idées qu'on pouvait avoir, mais on en parlera un peu plus. Très longtemps. Ouais. Donc je continue sur. Ah oui, alors le corpus très rapidement, on a récupéré tout simplement tout ce qui est notice des monographies, donc c'est références monographiques SUDOC en partie, donc avec une indexation rameau. Là on a en projet aussi, l'idée c'est de FRBiser tout ça aussi au niveau des notices, au niveau des données de circulation, donc c'est tout simplement les prêts, donc le type de prêt, la durée, les renouvellements. Et enfin, les lecteurs, c'est du coup, là, on a récupéré l'âge, le genre, le département, UFR, et le niveau d'études. C'est l'âge approximatif parce qu'on a essayé le plus possible d'anonymiser les données. Donc, je crois qu'on a gardé que l'année où on a fait un mélange. Je ne sais plus pour avoir les mois. On a gardé que l'année. Ouais.
Et les données qu'on a sont donc les données de prêt, et ce qu'on appelle un prêt, nous, c'est quelque chose qui a été rendu. C'est-à-dire qu'on traite tous les ouvrages qui ont été rendus, il me semble, et qui ont été empruntés au moins une fois. C'est ça. Donc ça nous limite, ça nous fait un certain corpus, je crois. On est sur 400 000 ouvrages, quelque chose comme ça. Du coup, on peut passer directement au démonstrateur. Hein. Un petit dernier point avant pour faire le teasing au maximum. Quoi. Donc, donc, je disais, on a travaillé avec la Bibliothèque de Paris dès le début. Enfin, c'est sous l'impulsion de cette volonté de la Bibliothèque de Paris 8, etc. Et en même temps, on a envie d'ouvrir, on est en train de travailler avec plusieurs bibliothèques universitaires. Donc là, on travaille avec Paris 10 en même temps, parce que l'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir croiser les données. Ça va être vraiment intéressant de voir quels sont les auteurs les plus empruntés à Paris 8 par rapport à ceux les plus empruntés à Paris 10, ou pour un même UFR, voir quels sont les emprunts dans deux corps étudiants. Enfin, ça peut être assez amusant de voir des choses comme ça. On voudrait aussi, et c'est le cas avec Paris 10, si je ne me trompe pas, avec Aleph, c'est passer avec des SIGB différents. On travaille avec quoi a priori, quoi, c'est plus facile pour nous, parce que c'est les mêmes technos, c'est ouvert, etc. C'est documenté aussi, c'était très important pour nous, la documentation, la communauté quoi. Mais on aimerait bien pouvoir essayer de voir si on ne peut pas croiser d'autres choses. Donc c'est un test qu'on est en train de mener en ce moment, d'ailleurs, avec du côté de Paris 10. Et en même temps, on est très intéressé par des démarches, tout ce qui est autour des eParts, etc., avec EasyViz ou ces systèmes qui, nous semble-t-il, peuvent permettre de faire remonter des données de prêt numérique ou de consultation numérique. C'est des choses qui pourraient être vraiment intéressantes à mettre ensemble pour produire de nouvelles corrélations qui peuvent amener à de nouvelles visualisations. Donc c'est les pistes en ce moment autour des sources de données qui sont assez capitales. Donc, mais maintenant, on peut montrer un peu le démonstrateur. On peut aller directement. Et voilà. Donc on a créé ce démonstrateur donc prévu.fr en première année. Donc on a réalisé ça en 5 mois, donc c'est quelque chose c'était assez court. L'idée c'était tout simplement par rapport à ce corpus-là. Donc là si tu descends un peu, si je peux me permettre, c'était encore un tout petit peu pour juste voir les nombres de prêts. Voilà, on avait cette idée de faire un état assez basique pour l'instant. Là, on travaille sur la version 2 qu'on va mettre en ligne très prochainement. Mais du coup, de travailler sur qu'est-ce qu'on a vraiment dans les mains. Donc là, en gros, on a 320 000 prêts, on a 150 000 livres empruntés et on doit avoir 30 000 de lecteurs actifs. 30 000 lecteurs actifs. Ouais. Donc, un livre emprunté, bien sûr, c'est un livre qui a été emprunté au moins une fois. Donc, on n'a pas tout le catalogue. L'Université de Paris 8, en l'occurrence, c'est 400 000 ouvrages. Donc voilà, là on en a 150 000. Et on est jusqu'à avril 2014 sur cette base, sur cette version-là, et on a 2015 qui arrive en septembre. Jusqu'à décembre 2015. Là, ça c'est l'exemple, c'est la page principale. L'idée c'est comment on peut, cette idée de comment on peut éditorialiser et les visualisations de données et comment ça peut être un outil pour on a été très inspiré, je pense, par Levmanovic au niveau de Self-City, surtout Self-City, je crois, au niveau des idées un peu de raconter des histoires avec les données, de pas tout de suite mettre un outil qu'on comprend pas et d'essayer de raconter quelque chose, une histoire avec les données pour donner des éléments avant de proposer des modules d'exploration. En fait, on pourra chercher après par auteur ou par livre, mais on voulait montrer ce qu'on peut faire de manière générale, proposer quelques petits exemples un peu génériques et partir du plus général, justement, plus large, au plus précis. Et voilà. Donc cette homepage, la page d'accueil, elle est censée un peu être une introduction vers ce qu'on peut faire avec les données. Et c'est pour nous des premiers tests aussi pour aller vers des scénarios. On parlera un peu, mais plus recherche aussi. On aimerait bien peut-être creuser un petit peu plus. Donc c'était encore une fois, il y a toujours les tests techniques qui sont derrière, voir si ça marche, etc. Mais il y a aussi les tests au niveau de qu'est-ce qu'on peut dire, comment on peut raconter avec ça, quelle écriture numérique on peut produire autour de cette façon d'alterner visualisation, texte court, etc. Donc il y a des petits tests au niveau de l'interactivité, comment on peut aussi susciter un peu l'attention en mettant en donnant un peu d'interactivité au lecteur. Je te laisse reprendre. Oui, on peut dérouler assez rapidement, hein. Vous le verrez en ligne, mais du coup on a la répartition par type de prêt, le nombre de prêts par UFR. Ça, c'est des choses assez classiques en fait qu'en l'occurrence les bibliothèques font dans leur annuellement dans leur rapport d'activité. Là, l'idée c'est qu'on rajoute tout ce qui est interactivité.
au niveau des visualisations. Et dans un second temps, ça va être pouvoir travailler sur travailler sur un échantillon de données que l'utilisateur peut choisir et du coup travailler vraiment finement. Donc là, on voit qu'on peut trier la répartition des prêts par niveau, par mois. Si on descend un peu, bon, ça c'est des petits tests sur la répartition géographique. Ça c'est quelque chose qu'on a expérimenté très rapidement. C'est pas des données qu'on utilise et c'est pas des données qu'on a. Là, c'était vraiment, c'était pour donner des pistes. Il faut qu'on enlève Ça, il me semble, on a une image. Ça pose beaucoup de questions. Ça pose pas mal de questions assez intéressantes au niveau de... Parce que là, on a les adresses. Quand on a fait cette visualisation, on avait des adresses. On a voulu voir comment on peut traiter les données avec les adresses en les floutant au maximum possible. Mais là, on n'a plus d'adresses. On n'a plus les adresses utilisateurs, on les a enlevées. Donc, on ne peut plus faire ce genre de visualisation. Mais en même temps, c'est vrai que c'est des visualisations qui paraissent assez intéressantes de voir qu'à Paris 8, tous les gens viennent bien sûr du 16e arrondissement de Paris, tous les emprunteurs. Ça, c'était quelque chose qui était assez intéressant pour nous de voir. Donc, après, tout simplement, si tu descends un petit peu, donc on a les livres les plus populaires par UFR. Donc si tu sélectionnes les différents UFR, et on a des statistiques qui sont liées en fait. Donc le nombre de prêts, le nombre de prêts par secteur, le nombre de l'âge moyen des lecteurs, le nombre de prêts par lecteur, etc. Voilà, ça c'est des choses qui sont, c'est des statistiques qu'on fournit. Les petites histoires intéressantes avec ces données-là, là on est encore sur le début de ce qu'on peut exploiter, mais par exemple on voit, on est sur les UFR. Une des choses qui nous intéresse actuellement, par exemple, c'est de réfléchir aussi au niveau des disciplines ou d'essayer d'avoir des entités qui ont un peu de sens, parce que là, par exemple, il y a des UFR très très gros à Paris 8. Une des deuxièmes choses qu'on voudrait faire, c'est pondérer aussi ces données par rapport au nombre d'utilisateurs. On parlait, il y a toujours une représentativité très forte du public féminin. On aimerait bien aussi pondérer par rapport au nombre d'utilisateurs réels, femmes, hommes, et voir quels sont les plus actifs. Il y a des choses comme ça qu'on est en train de faire, qui étaient difficiles à faire la première année, mais maintenant qui sont soit faits, soit en train d'être réalisés. Du coup, ce qu'on peut voir quand même malgré tout déjà avec ça, c'est si vous regardez certains UFR comme droit, c'est attendu, l'interdisciplinarité, et ça nous fait sortir des scénarios, est très faible. Les étudiants de droit lisent du droit. Si vous allez dans des disciplines un peu plus, disons, sciences humaines, vous allez avoir des interdisciplinarités souvent plus... Vous voyez, on voit visuellement déjà l'interdisciplinaire qui apparaît dans les emprunts. Ça, c'est des petites choses qui retiennent notre attention et qui nous donnent envie d'aller plus loin, en tout cas de creuser ce genre de scénario, je pense, particulièrement. Et enfin, donc on a les livres les plus empruntés et du coup l'aboutissement de ce prototype-là, c'est que si tu descends tout en bas, donc on peut travailler par auteur, là en l'occurrence, c'est qu'on a des entrées par livre, bien sûr, et par auteur. Donc on peut explorer ces données de prêt. Donc si tu descends tout en bas, on va pouvoir sélectionner en fait soit par auteur, soit par livre. Je fais une petite parenthèse encore. Sur ces livres-là, vous voyez, on a les livres les plus empruntés. C'est passionnant de voir que le code civil est le plus emprunté. Il y a aussi des limites. On parlait des FRBR tout à l'heure, c'est parce qu'on n'a pas une reconnaissance d'œuvre. On a une reconnaissance des notices. Donc, Madame Bovary, c'est plein de... Enfin, c'est pas si emprunté que ça à Paris 8, mais c'est beaucoup de notices différentes. Et si on les additionne, ça peut quand même faire remonter un peu le livre. Et certains livres de Deleuze qui sont bien empruntés, cinéma, etc., qui sont parfois en 1, en 2 tomes, en 1 tome. Enfin, tout ça, c'est avec des versions différentes. Ça pourrait remonter plus facilement. Mais de fait, comme les notices ne sont pas uniformisées, ou j'en parle peut-être pas avec les bons. Ouais, on a ces soucis-là. Mais ouais, Isabelle va approfondir ça. Donc... Maintenant, le module d'exploration, peut-être, par auteur. Oui, par auteur. On peut faire l'exemple classique. Paris 8. Donc on tape simplement un auteur et on va voir les statistiques qui sont liées à cet auteur-là. Donc le nombre de documents, le prêt total. Donc là, on est toujours sur 2 années, 2012 à 2014. Le prêt maximal, le renouvellement, la moyenne d'années de publication, et après on a des choses au niveau du genre, de la langue d'édition du pays, c'est des choses assez classiques. Et ensuite on a les livres les plus populaires de l'auteur. Donc là on voit très bien. Donc c'est Cinéma le premier avec 139 prêts, mais encore une fois c'est le tome 1 de cette édition de Cinéma. Enfin, il y a encore, je crois qu'on le retrouve là. Ça c'est le
le 2, justement, et je crois qu'il y a une version où il y a les deux qui sont mélangés. Donc on est sur 139, 1000 plateaux, 130, etc. Par exemple, si tu cliques sur 1000 plateaux, on va pouvoir accéder en fait à la fiche livre qui va nous permettre du coup de voir le nombre d'emprunts sur cet ouvrage-là, le type de prêt, le genre également, la répartition par UFR et par niveau. Voilà. Et si on descend, l'historique des prêts. Donc quelque chose de... Donc, 1000 plateaux, bien sûr, il n'est pas disponible qu'en un seul exemplaire. Là présentement, il a 8 exemplaires. Et du coup, on voit une timeline des différents prêts. Voilà, avec du coup date de début, date de fin et le niveau qui correspond à la couleur. Donc, on enchaîne. Donc, on passera rapidement sur la suite parce que c'est vrai qu'on est un peu finalement short. On a des expérimentations en cours qui sont... Donc là, on commence la 3e année. Le résultat de la 2e année ne sont pas forcément visibles sur ce qu'on a montré puisque c'était la première année. Il y a pas mal de choses qu'on a encore cachées, qu'on va ressortir. Mais en tout cas, on a développé une application Android pour l'instant. On a du mal à le communiquer. On ne l'a pas mise encore je ne sais même pas si on la partagerait. C'était un test. On voulait voir si ça avait un intérêt ou pas. Donc on a une application qui nous permet, en tout cas, elle est fonctionnelle, elle marche, elle nous permet de... Je peux la montrer si vous voulez, tout à l'heure en pause, on peut regarder, mais c'est grosso modo un scan pour vous arriver dans la bibliothèque de Paris Vite. Vous pouvez scanner un livre, avoir les visualisations de prévues associées au livre. Vous pouvez faire une recherche par auteur et vous avez des visualisations depuis votre smartphone. C'est surtout le côté scan qui, à mon avis, peut être assez... je sais pas si intéressant, en tout cas amusant dans un sens. Vous arrivez, vous voulez savoir si c'est bien emprunté ou pas emprunté. Après, si on est en train de réfléchir à des fonctions sociales, est-ce que votre ami a emprunté le livre là? Ouais, ça peut être ce genre de choses qui peut émerger autour de ça. Donc je ne m'attarde pas trop dessus. Il y a un deuxième axe qui est, je trouve, assez porteur, mais qu'on a dû mettre un peu de côté au niveau à cause des ressources. On est limité aussi, on doit se concentrer quand même sur le cœur du projet. Mais c'est un projet de plateforme 3D. De création d'une bibliothèque symbolique. Donc on représente Paris 8, non pas de manière homothétique à l'identique, on la représente de manière donc je disais symbolique, c'est-à-dire que je présente juste l'interface de base. C'est un prototype 3D qui marche avec Unity, qui est fonctionnel encore une fois, qui était censé être multi-user, mais qui pour l'instant n'est que one user, et qui vous met dans la peau d'un avatar 3D que vous incarnez et qui arrive au début dans un Oculus en hauteur. Là on est en hauteur, et en bas vous voyez le territoire de la bibliothèque en représentation symbolique, et chaque cellule ici que vous voyez, par exemple la cellule de couleur verte, la cellule de couleur bleue ici, c'est des territoires qui représentent la bibliothèque, et la taille de ce territoire, sa surface varie en fonction du nombre d'emprunts qui sont commis réellement dans la section. C'est-à-dire que plus il y a d'emprunts en sociaux, plus ça va être grand. Plus il y a d'emprunts communs en sociaux et littérature, plus les emprunteurs de sociaux empruntent aussi en littérature, plus elles vont être proches. Donc on a utilisé le diagramme de Voronoi avec je crois que c'était la triangulation de Delaunay pour faire ça. Et ouais, c'est des idées un peu de ce qu'on peut construire. Après on avait beaucoup de scénarios autour de rajouter des auteurs qui vous parlent, etc. Enfin, on peut faire beaucoup de choses autour de ça. Ça a été réalisé en collaboration avec l'ENSAD. Tout à fait. Créé par Donatien Aubert, etc. Donc malheureusement je passe rapidement là-dessus. Je voulais juste ouvrir en finissant sur l'idée qu'on est vraiment dans on veut le plus possible, en tout cas on aimerait bien travailler avec intégrer de nouveaux scénarios. C'est ça qu'on veut essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire. On est dans une logique de développement technique qui s'articule autour des scénarisations possibles. Donc on peut suivre les bibliothécaires dans les directions qu'ils proposent. C'est ça qu'on essaie de faire. Donc on a construit, on met en place cette année des workshops justement avec les bibliothèques de Paris 8 pour réfléchir autour de ça, une petite cellule de réflexion. Et il y a de nouvelles pistes qui sont mises en place autour des cours. Par exemple, dans ce qu'on peut faire, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de travailler avec les vedettes matières, vous voyez. Donc essayer de rajouter des liens entre les vedettes matières. Donc par exemple, quels sont les auteurs les plus empruntés, et lier ces auteurs les plus empruntés avec les vedettes matières les plus populaires. Vous voyez que Lacan, il est lié avec Millet par la psychanalyse. Millet ou Miller, voilà, bon, je vais devoir aller vite. La présentation est en ligne, je l'ai mis j'ai pas mis le lien, mais... Ouais, juste pour finir. En fait, là, c'est juste pour illustrer le fait que, en fait, les données sont pas encore, on n'a pas encore ce qu'on est en train de faire, tirer l'essence en fait de toutes ces données-là. Donc, on est en train de faire tous ces travaux statistiques et créer des algorithmes pour justement
travailler pour leur donner un peu plus de sens et explorer un peu leur richesse. Là, typiquement, rapidement, on s'est amusé à faire on s'amuse beaucoup à chaque fois, j'ai l'impression. On a travaillé sur... on fait des versus d'auteurs. Donc là, par exemple, c'est un versus Foucault versus Deleuze. Donc les points de couleur, les nœuds de couleur sont les livres. Plus leur taille est grosse, plus ils sont empruntés. Et les ronds, donc les nœuds gris, sont les lecteurs. Et en fait, les liens entre les E, ce sont des prêts. Donc on peut voir... En fait, on peut isoler avec ce genre de choses, ce type de traitement-là. On peut voir des communautés de lecteurs. On peut voir des livres qui sont proches parce qu'empruntés par les mêmes lecteurs. Ça, c'est des travaux de recommandations qui peuvent être faits à partir de ces traitements-là. Voilà. Donc ça, c'est encore, on est encore au début. C'est la 3e année qui va nous permettre en fait de tirer cette richesse-là au niveau des données. Du coup, d'avoir des traitements statistiques plus importants et permettre de filtrer, notamment pour les bibliothécaires, de pouvoir sélectionner l'échantillon qu'il a envie de visualiser sur tel secteur, faire des croisements et qu'il soit maître en fait de ce type de croisement-là. On lui donne la possibilité de créer de la connaissance à partir de ça. Voilà. Alors, je vais prendre la suite. En fait, moi, j'ai quitté Paris 8 et pour passer en plein écran. J'ai quitté Paris 8 pour m'occuper de la médiation numérique autour de Gallica à la BNF. Mais je garde quand même, disons, les mêmes logiques. Et ce que je voudrais faire là, c'est une sorte de petit addendum théorique avec des concepts que j'ai glanés ici et là. Pour mettre un peu en perspective ce qui me semblerait intéressant de développer avec des outils comme prévu, mais qui pourrait... alors j'ai essayé d'imaginer comment ça pourrait... Ça n'engage que moi, hein, pas du tout l'institution. J'ai essayé d'imaginer comment ça pourrait se déployer, un outil comme ça, en récupérant des données de parcours d'utilisateurs de Gallica, enfin la BNF, et puis surtout en... comment dirais-je, en agrégeant tout ça, en hybridant tout ça avec data BNF, donc des données, des métadonnées. Donc au-delà des données d'usage, c'est une extension de l'usage des données, notamment un peu ouverte. Voilà. Donc alors j'ai trouvé que la notion d'éditorialisation, au départ j'étais plutôt partie dans une réflexion sur la médiation, sur le dispositif, et puis j'ai trouvé cette notion d'éditorialisation très intéressante parce qu'elle permet justement de faire converger tout ça. Une notion qui est développée par non pas Marcel mais Marcello Vitali Rosati, enseignant donc à Montréal. En fait, son texte est en anglais. Hein. Il en a fait un résumé très court dans Qu'est-ce que l'éditorialisation, mais le texte original est What is editorialization sur donc le blog Sens Public. Donc l'éditorialisation est l'ensemble des dispositifs qui permettent la structuration et la circulation du savoir. Donc cette notion de circulation du savoir m'a paru très intéressante parce qu'en fait ce qu'on a montré dans Prévu c'est très unitaire, c'est-à-dire l'unité c'est le document, c'est les prêts, etc. Et puis juste à la fin ce qui a été montré c'est un peu des cartographies avec GFI de versus, etc. Mais c'est vraiment d'arriver à segmenter, découper ces usages pour pouvoir après les reconfigurer dans des cartographies et les mettre en perspective. C'est ça qui semble intéressant, mais ça certainement c'est la suite du projet. Donc en ce sens l'éditorialisation est une production de vision du monde, donc on est là un peu dans la visualisation justement, un acte de production du réel, donc donner à voir le réel, ce qui se passe réellement en temps réel quasi. Donc, en fait, bon, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais dans sa notion d'éditorialisation, c'est vraiment, on a d'un côté l'édition d'un document
qui est circonscrite, c'est-à-dire que il y a les auteurs d'un côté, il y a la réception de l'autre. L'édition elle a lieu dans un moment donné, dans une forme donnée, etc. Donc c'est limité, alors que l'éditorialisation est un processus qui fait intervenir à la fois des auteurs de départ, d'origine, mais aussi toute la réception du document qui est très importante. Donc là, on voit les données de circulation du côté de la réception du document. Et donc aussi, ça a lieu sur un temps long et indéfini. C'est un processus ouvert, l'éditorialisation, contrairement à l'édition. Alors, après, j'ai à la source de cette notion d'éditorialisation, il y a en 2007 un article très important qui s'appelle « Nouvelles tendances applicatives de l'indexation à l'éditorialisation », écrit par Bruno Bachimon dans un ouvrage qui s'appelle « L'indexation multimédia ». Alors Bruno Bachimon s'intéresse plus à l'audiovisuel, mais un certain nombre de choses qu'il a pu produire conceptuellement sont applicables à toutes sortes de documents. En fait, ce qu'il dit, c'est que dans les médias traditionnellement, on a vraiment d'un côté une dissociation entre le contenu, le contenant, et que finalement, il y a un arbitraire du contenant qui est là, alors que le numérique va pouvoir, par la discrétisation en fait qui fait du document, le numérique va pouvoir permettre d'abolir cette dissociation contenu-contenant et dans la forme même du contenant, le numérique, on va pouvoir créer aussi du sens. Enfin, c'est comme ça que je l'ai compris. Donc il faut en quelque sorte une segmentation initiale du contenu pour pouvoir le recomposer et le rendre signifiant. Alors, on peut déjà voir que on a d'une part au niveau de la visualisation des usages, notamment à mon avis dans les phases ultérieures de cartographie qu'on pourra faire par la suite, une possibilité de rendre signifiant, ou du moins vraiment, ne serait-ce que de rendre visible, donc d'encoder, il y a toutes sortes de termes en grammation, enfin, de rendre signifiant, enfin de donner à manipuler des parcours documentaires et derrière les parcours documentaires, il y a des interprétations du document. C'est-à-dire les lecteurs, du côté de la réception du document, un parcours documentaire aussi donne à voir, en passant d'un document à un autre, etc., tout un, comment dirais-je, une chaîne un peu significative derrière d'interprétation du côté du lecteur. Donc ça, c'est du côté du lecteur, c'est rendre visibles les usages. Mais on peut dire aussi que du côté du document, on a cette segmentation du document dans l'indexation. Donc c'est ce que dit Bruno Bachimon. On peut définir ainsi l'indexation d'ailleurs projetée sur un document, de la même façon que je dirais que les données d'usage sont une projection aussi de ce qui se passe du côté des pratiques. Projeté sur un document, c'est-à-dire un contenant accueillant un contenu, une structure établissant le rapport du contenant et la structure du contenu, c'est-à-dire sa signification. Ainsi pourra-t-on trouver toutes les parties, structure du contenant, rapport avec une notion, structure du contenu matérialisée par un mot-clé. C'est là où je vais en arriver à DataBNF. Donc je ne sais pas si vous connaissez DataBNF, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la BNF, on a surtout le catalogue général, mais après on a donc avec toute la structuration, marque, rameau, etc., l'indexation rameau. Après dans Gallica, on a du Dublin Core, enfin on a vraiment toutes sortes de choses et qui ne remontent pas forcément sur le web. Donc DataBNF, c'est une surcouche afin de faire remonter tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les formats et tout, parce qu'en plus, c'est pas trop ma spécialité. Mais de faire remonter tout ça dans le web sémantique. Et donc, ce sont des alignements.
Donc, ce qui est très intéressant aussi dans DataBNF, c'est que vous avez des alignements non seulement entre les différentes bases de données de la BNF, mais aussi avec d'autres bases de données, telles que Wikipédia, des choses extérieures. Alors, par exemple, si on prend Deleuze, là, zut, comment je fais pour, ouais, je reviens. Non, c'est pas possible. Je fais comment? Je fais comme ça. C'est intéressant parce que comme ça, je vais pouvoir vous montrer les Ferber un petit peu. Alors, sur la page de data consacrée à Gilles Deleuze, vous avez en quelque sorte tous les rôles en tant que contributeur, en tant qu'auteur de Deleuze. Donc auteur du texte, préfacier, etc. Et derrière tous les documents afférents, essentiellement dans le catalogue, mais pas seulement, dans Gallica aussi, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est d'avoir d'un côté toutes les autorités, alors qu'on a aussi si on mettait ça, on couplait ça avec prévu, de l'autre côté, on aurait tous les lecteurs et on serait plus du côté de la réception. Voilà, alors je vois que le monsieur menaçant s'approche. Alors, en fait, bon. Pour moi, on était autant les métadonnées sont du côté donc de la documentarisation. Et là, je voulais faire référence à ce que c'était redocumentarisé. Donc, il me semble que la visualisation, ça participe à la redocumentarisation, la possibilité d'ajouter des couches et de lier ensemble des données afin de créer vraiment des dispositifs d'éditorialisation qui participent, je dirais, vraiment à ce que c'est que l'assimilation, enfin et la connaissance, enfin, sur le web et propre au numérique. Et surtout, je voulais finir parce que j'aime beaucoup à la fois Edgar Poe et puis McLuhan. Qu'est-ce que la visualisation? La visualisation, oui, plutôt. Pourquoi faire? Donc là, on est dans les thématiques de big data, etc. Bon, je ne vais pas du tout rentrer dans les côtés théoriques, plutôt finir avec quelque chose d'un peu plus poétique, mais c'est en anglais. Alors, donc c'est dans la seconde édition de Pour comprendre les médias de Marshall McLuhan. Il fait référence à cette nouvelle d'Edgar Poe, Une descente dans le Maelstrom, où en fait ce marin qui a eu les cheveux blanchis en un jour, alors faites attention au big data, raconte qu'il est descendu dans le Maelstrom, son embarcation s'est fait aspirer. Et puis qu'il a remarqué très rapidement, parce qu'il fallait agir vite, il a remarqué très rapidement donc qu'il y avait un mouvement descendant et un mouvement ascendant. Et donc il a réagi très vite, il a sauté de son embarcation qui descendait pour attraper un bout de bois, je ne sais pas quoi, qui remontait. Donc ça, c'est une illustration justement de la visualisation du big data, du maelstrom du big data, c'est-à-dire que c'est beaucoup de données dans un temps très raccourci. La visualisation, c'est ce qui permet justement, sans même passer par les processus, je dirais, analytiques, etc., de voir d'autres choses. Et de voir d'autres choses en fonction d'un besoin. C'est-à-dire, on est pleinement engagé. Donc voilà, organiser une masse d'informations à un temps instantané en fonction d'un profil. Donc ça, c'est l'urgence du besoin. D'un horizon d'attente. Alors j'aime beaucoup l'horizon d'attente parce que ça fait référence à l'esthétique de la réception, et ça je crois qu'il faut creuser de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on a vraiment une convergence et des brouillages des autorités entre la production, la réception. La réception avec l'économie de l'attention devient aussi importante finalement et va être de plus en plus valorisée par rapport à la production. Voilà.